As-tu choisi la pilule rouge ou la pilule bleue pour ta vie? Ou était-ce la pilule noire? David Sacks a choisi la pilule rouge et il est en train d'ouvrir les yeux à la communauté technologique au sens large. Non seulement une photo de David apparaît dans le dictionnaire quand tu cherches le terme « based », mais ses cheveux gris ressemblent étrangement à ceux du gorille d'eau argenté. David Sacks est peut-être la personnalité la plus sous-estimée de la Silicon Valley. Et cela va changer dans les années à venir, comme nous allons le découvrir. Parce que David commence à suivre le manuel pour gagner en influence et en pouvoir. Et il ignore les détracteurs ainsi que certains médias dans le processus. La bonne nouvelle, comme l'a dit Reggie Jackson, c'est qu'on ne eut pas les inconnus. Nous y reviendrons plus tard. Ceux qui hésitent sur leur carrière peuvent beaucoup apprendre de David. Pourtant, si peu de ressources racontent son histoire et rendent justice à son CV de polymathe. Justice, études d'économie à Stanford, puis droit à Chicago de McKinsey à Co-Building. PayPal, l'un des meilleurs opérateurs de la Silicon Valley, production de films primés, création de l'une des sociétés de capital risque les plus emblématiques, axée sur le SaaS, et réussir à avoir 3 enfants. En parallèle de tout cela, À la maison, j'ai des trucs de famille à gérer. Oh, t'as rencontré la famille? Ils étaient comment? Est-ce qu'ils sont tous que... tu attendais? Je devais rencontrer le nouveau gamin. Il a 19 ans. Quelle est sa spécialité? Aujourd'hui, nous allons explorer le gigabateman qu'est David Sacks, son ascension vers l'argent et le pouvoir, et ce que nous pouvons en tirer comme leçon. Et pourquoi il pourrait bientôt devenir le titan de la Silicon Valley dont vous entendrez le plus parler. Il semble mettre quelque chose dans l'eau potable en Afrique du Sud. Elon Musk et David Sacks sont tous deux nés en Afrique du Sud. Et même si Elon est plus impressionnant en termes de valeur nette, David Sacks pourrait en réalité offrir plus d'enseignements à prendre comme référence. Comme Elon, David Sacks, à l'âge précoce de 5 ans, a réalisé une simulation Monte-Carlo rapide sur les perspectives économiques de l'Afrique du Sud. Il a conclu qu'il aurait de meilleures chances en poursuivant le rêve américain aux États-Unis. Ainsi, tout comme Elon, il a déménagé avec sa famille aux États-Unis à l'âge de 5 ans. 17 ans plus tard, après de nombreuses fêtes universitaires, et en étant simplement un absolu. Chad et Sacks ont obtenu sa licence en économie à Stanford à l'âge de 22 ans. J'ai obtenu mon diplôme universitaire en 1994 et la faculté de droit était le choix par défaut pour les personnes brillantes ou celles qui excellaient à l'école sans savoir quoi faire ensuite. Ainsi, 4 ans plus tard, à l'âge de 26 ans, Sacks a obtenu son doctorat en droit à la faculté de droit de Chicago. Pour les fans inconditionnels de Sacks qui envisagent d'étudier le droit. Aujourd'hui, il ne le ferait sans doute pas. Est-ce que je le ferais aujourd'hui? Je veux dire, je pense que c'est tellement plus facile maintenant. Si tu veux faire de la technologie, il y a tellement plus de ressources, c'est devenu plus structuré. En fait, tu sais, il y a ces programmes comme Y Combinator où c'est comme... Je crois que c'est un cours de 4 semaines où tu viens avec ton idée, ils t'aident à l'incuber, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait une question plus difficile. La faculté de droit a eu un autre avantage important pour David. C'est aussi là qu'il a rencontré son frère d'armes, Peter Thiel, 2 frères alpha, avec un ensemble unique de compétences, unis pour poursuivre leurs rêves mégalomaniaques dans le plus grand pays de la planète Terre. Mais d'abord, David est tombé dans le piège classique du prestige dont nous avons déjà parlé dans ma vidéo, le parcours professionnel des personnes ambitieuses. Et pourquoi c'est un piège? Il a rejoint McKinsey parce que c'était la chose cool à faire à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Selon Sacks, autre chose a pris cette place. Être fondateur, c'est le nouveau McKinsey. Sacks est resté chez McKinsey moins d'1 an, une période qui ne permet pas vraiment d'apprendre en profondeur. Il faut généralement quelques mois pour s'habituer à la culture d'une organisation. Nouer des relations solides avec les associés du cabinet et les convaincre de vous affecter aux missions de votre choix. Mais cela suffisait à donner une touche prestigieuse à son CV. Maintenant, il était temps pour lui de faire son premier pas non conventionnel. Peut-être savait-il qu'il ne réaliserait jamais la prochaine grande réussite, surtout dans un lieu comme McKinsey. Les consultants de McKinsey ou les diplômés de la Harvard MBA ne découvrent pas toujours ces nouveaux marchés. Ou parce que l'opportunité qui s'est présentée à lui était tout simplement trop attrayante pour être ignorée, car ce qui allait suivre allait changer sa vie à jamais. C'est là que cela devient intéressant pour nous qui essayons de devenir le prochain gigabateman.
La version de David de cela, c'était « S'enrichir, c'est glorieux ». Il a créé des milliards de dollars de valeur pour notre monde, et nous sommes ici pour entendre comment vous pouvez devenir comme lui. Sachs n'était pas un étudiant ambitieux comme les autres et a vite compris que le monde des affaires classiques n'était pas pour lui. Peu importe la taille du trésor au bout du chemin. Même si je savais avec certitude qu'après 20 ans, j'allais être le meilleur, peu importe, je ne le ferais quand même pas. Il refusait une progression salariale linéaire. Et même s'il ne le dirait peut-être pas publiquement, un jeune alpha comme David visait certainement des objectifs qu'il n'aurait jamais atteints dans le conseil ou la banque. Il n'y a pas vraiment de parcours tout tracé. Tu sais exactement où tu seras dans ta carrière dans 10 ans. Tu connais probablement déjà ton salaire et tout ce genre de choses. En d'autres termes, il avait cette motivation, ce gène de Bateman, et il allait en faire bon usage. À cette époque, les frères Peter Thiel et Max Levchin venaient de lancer une petite start-up de paiement appelée PayPal. David Sachs, qui manipulait des tableaux Excel chez McKinsey, pensait avoir raté toute cette histoire d'Internet. Je croyais vraiment avoir manqué toute l'histoire d'Internet. Peter a approché David et David a accepté. Principalement parce que PayPal visait à réussir ou à tout perdre. Ils avaient même un indice que notre chaîne approuve à 100%. Nous savions, d'une certaine manière, que cela était en train de changer le monde. Chez PayPal, nous avions un compteur qui mesurait la croissance des utilisateurs, appelé l'indice de domination mondiale. Chez PayPal, David Sachs est devenu directeur des opérations à l'époque et est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs opérateurs. Il y a deux personnes qui sont considérées comme les meilleurs opérateurs de tous les temps. L'une serait Sheryl Sandberg et bien sûr, il y a David Sachs. C'est quoi exactement un opérateur? Le PDG fait la stratégie et promet, tandis que le directeur des opérations résout les problèmes en coulisses. Qu'a fait Sachs? Qu'est-ce qui était remarquable? Il y a une chose. Sous sa direction, le chiffre d'affaires de PayPal est passé de 0 à 240 millions de dollars américains par an. L'entreprise a lancé des comptes professionnels et s'est développée dans plusieurs devises et plus de 80 pays. Néanmoins, à un moment donné, PayPal perdait de l'argent si rapidement qu'il y avait un réel danger de faillite. Notre entreprise dépensait environ 10 millions de dollars par mois. Mais nous savons comment l'histoire se termine. PayPal a fait son introduction en bourse en février 2002. L'ambiance était très tendue car c'était l'une des premières introductions en bourse après les attentats du 11 septembre. Le premier jour de cotation, l'action a grimpé de plus de 54%. Et quelques mois plus tard, en octobre 2002, eBay a acquis PayPal pour 1,5 milliard de dollars américains. Jackpot David Sachs a touché le gros lot pour la toute première fois. Il n'a pas gagné des centaines de millions ou des milliards, mais c'était clairement une somme qui permet de dire merde à tout le monde. À ce stade, faisons une petite expérience de pensée. Et si David Sachs avait conservé sa participation dans PayPal? PayPal est à plus de 300. PayPal est à une capitalisation boursière de plus de 300 milliards aujourd'hui. J'ai sans doute vendu ces entreprises trop tôt. Je pense que l'un des dilemmes quand on est un pionnier sur un marché, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle sera la taille de ce marché. Sachs pourrait être bien plus riche aujourd'hui, dans des domaines valant des milliards, mais il est en réalité très difficile de savoir quand quitter une start-up. Surtout si vous n'êtes pas encore riche et que vous êtes donc tenté par l'argent qu'on vous propose. Voulez-vous vraiment risquer de retomber à zéro? C'est pourquoi, en général, il est nécessaire pour un fondateur d'avoir une ou deux petites sorties qui lui assurent d'un peu d'argent de sécurité, quelques millions à la banque. Et lors de votre prochaine start-up, vous serez capable de tenir plus longtemps avant de céder à ses propositions de rachat à 1 milliard de dollars. Et aussi, pour Sachs, PayPal ne serait pas sa sortie la plus réussie. Il avait encore des projets bien plus importants en préparation. Mais d'abord, il s'est lancé dans le cinéma. J'ai toujours aimé les films et en regardais beaucoup, surtout en 3e année de droit. Le film le plus populaire que Sachs a produit et financé est le film Thank You for Smoking. Le film suit les efforts du principal porte-parole de Big Tobacco, Nick Naylor, qui fait du lobbying en faveur des cigarettes, tout en essayant aussi de rester un modèle pour son fils de 12 ans. Et bien sûr, David a réussi avec ce film. Qu'est-ce que tu attendais? Thank You for Smoking a été nommé pour 2 Golden Globes en 2007. Le film a également remporté le prix du meilleur scénario aux Independent Spirit Awards, le prix du public au Festival du film de Munich et de Norvège, ainsi que plusieurs autres récompenses. Probablement aucun membre de mon public n'en a entendu parler. Le film, produit avec un budget de 10 millions de dollars, a rapporté 39 millions au box-office. Bien que David ait touché sa part, on peut dire sans risque qu'il travaillait sur des films parce qu'il était intrinsèquement motivé et passionné par cela.
Néanmoins, après quelques années, Sachs cherchait une nouvelle aventure. Eh bien, après avoir passé quelques années à Hollywood, j'ai commencé à devenir nostalgique de la relative tranquillité de la Silicon Valley. Sa prochaine aventure allait s'avérer bien plus lucrative pour Sachs que PayPal. Un choix judicieux qui allait l'élever dans toute la Silicon Valley. Fondateur et dirigeant. Légende pour toujours. En 2006, Sachs a fondé Genipo.com, un site de généalogie qui permet aux membres d'une famille de construire ensemble un arbre généalogique en ligne. Ce qui s'est passé illustre comment les solutions créées pour les problèmes internes d'une start-up peuvent parfois être externalisées en tant qu'entreprise distincte. Sachs voulait avoir plus de visibilité sur ce qui se passait dans toute l'organisation. Chez Geni, son équipe a créé un outil de productivité pour aider les employés à partager des informations. En 2008, Sachs et le cofondateur Adam Pisoni ont transformé cet outil de communication interne en une entreprise indépendante appelée Yammer. Yammer ressemble un peu à un Facebook interne à l'entreprise. Les employés peuvent communiquer, publier des mises à jour de statut ou collaborer dans des groupes de travail grâce à une technique secrète. Yammer a été l'une des entreprises de logiciels en tant que service à la croissance la plus rapide de l'histoire, dépassant 8 millions d'utilisateurs en entreprise en seulement 4 ans, et en empochant la somme impressionnante de 142 millions de dollars de financement provenant de sociétés de capital risque. Comment Yammer a-t-il atteint une telle croissance rapide? Quel était le secret? Et j'ai tendance à me concentrer sur une approche ascendante. Le SaaS, c'est du SaaS, c'est un logiciel d'entreprise où les utilisateurs ou les employés de l'entreprise intègrent le logiciel dans l'entreprise comme le ferait un consommateur. Donc, c'est en quelque sorte un logiciel d'entreprise orienté consommateur. C'était la stratégie de mise sur le marché ou l'idée que Yammer a vraiment été le premier à mettre en avant. Vous savez, il y a une douzaine d'années, nous étions un groupe de gars issus de l'Internet grand public. Après PayPal, j'ai travaillé dans le grand public, puis nous avons choisi les logiciels d'entreprise sans rien y connaître. À l'époque, les logiciels d'entreprise étaient distribués par une équipe commerciale via le service informatique. Et notre idée était que nous pouvions le rendre viral et en quelque sorte passer au-dessus de la tête du service informatique. Cela a fini par être connu sous le nom de Shadow IT et nous avons en quelque sorte été les pionniers de ce concept. Seulement 4 ans après avoir fondé Yammer, David Sachs a eu un événement de sortie bien plus important que celui de PayPal. La part de Sachs dans Yammer était bien plus élevée que dans PayPal, où elle avait été diluée entre divers actionnaires. Quand Microsoft a acquis Yammer pour renforcer sa stratégie sociale cloud, il n'avait pas juste trop d'argent, il était désormais considéré comme liquide. Le prix d'acquisition, 1,2 milliard de dollars américains. Refuser une offre d'acquisition d'1 milliard de dollars pour une entreprise de 3 ans serait insensé, selon moi. Quelque chose que David Sachs est certainement à ce stade. Et il est aussi un grand fan et ami de Peter Thiel. Comme mentionné dans mon documentaire sur Peter Thiel, il avait une stratégie unique. Après son événement de liquidité, Thiel a appliqué une stratégie en 3 piliers pour à la fois conserver sa richesse et maximiser la probabilité de réussite spectaculaire. D'abord, il a lancé un fonds spéculatif pour préserver et accroître son capital. Ensuite, il s'est impliqué dans le capital risque en réalisant des investissements providentiels et en créant des fonds. Troisièmement, il est devenu un créateur d'entreprise. En fondant Palantir, Sachs a adopté une approche plus ciblée, se concentrant essentiellement sur le deuxième pilier, le capital risque. Son expérience d'opérateur lui a donné un avantage unique pour sélectionner et soutenir les investissements dans les startups les plus prometteuses. En tant qu'investisseur providentiel, quel parcours il a eu comme ange investisseur? Zenefits, House, Palantir, Facebook et Uber figuraient tous sur la liste des investissements qu'il a réalisés. Après un passage court mais réussi en tant que PDG intérimaire chez Zenefits, une entreprise dans laquelle il avait investi en 2014, Sachs était prêt à porter sa carrière d'investisseur au niveau supérieur. Restant fidèle à son expertise d'opérateur et de SaaS, il a lancé Craft Ventures à la fin de 2017, une société de capital risque en phase de démarrage axée sur les entreprises SaaS et les places de marché. Dire que leur première levée de fonds a été un succès serait un euphémisme. Donc tu as lancé un nouveau fonds, alors quoi? Un fonds de 300 ou 400 millions de dollars. On dirait que tu l'as levé en 6 minutes. Combien de temps t'a-t-il fallu pour lever ce fonds et quelle est sa taille? Nous avons levé 350 millions de dollars et cela a pris, je dirais probablement environ 3 mois. Ce qui est ridicule. Depuis, il a levé des fonds plus nombreux et plus importants. Un fonds de capital risque de 500 millions de dollars en 2019, un fonds de capital risque de 612 millions de dollars en 2021, et un fonds de croissance de 510 millions de dollars la même année, profitant sournoisement de toute la liquidité présente dans le système. Mais qui pourrait lui en vouloir?
La vérité, c'est que, contrairement à d'autres investisseurs en capital risque qui excellent à donner des conseils non sollicités aux fondateurs tout en dégustant des lattes au soja matcha, Sachs est vraiment sérieux. Il aide par exemple les entreprises de son portefeuille à adopter l'une de ses meilleures stratégies, le rythme opérationnel. Le rythme, c'est la façon dont vous mettez votre startup sur un rythme opérationnel pour réduire le sentiment de chaos et synchroniser tous les efforts des employés afin que ce ne soit pas un vrai bazar. Sachs reviendra-t-il un jour à la table de poker? Ira-t-il all-in et espérera-t-il construire une autre entreprise gigantesque? C'est peu probable. Je fais plusieurs appels Zoom par jour. C'est agréable et valorisant, mais j'ai arrêté d'opérer. Bien que les fans de Sachs le sachent déjà. Il a lancé une application de podcast social appelée Callin à l'été 2021, à une époque où les gens se souciaient encore un tant soit peu de Clubhouse. L'application réduit essentiellement la barrière à l'entrée pour les aspirants podcasteurs, tout en permettant aux utilisateurs de conserver la propriété du contenu qu'ils créent sur l'application. Les gens peuvent créer des salons comme sur Clubhouse, mais aussi enregistrer, publier en podcast et éditer les conversations audio. Sachs avait lancé une émission sur sa propre application appelée Sachs on SaaS, mais il a arrêté de publier en janvier 2022. Au moment de cet enregistrement, Callin n'a clairement pas encore décollé. Dans l'ensemble, il est juste de dire que Sachs est désormais principalement un investisseur, dirigeant un fonds de capital risque parfaitement orchestré avec des milliards d'actifs sous gestion. Et il n'a qu'à assister à quelques appels Zoom par jour. Que reste-t-il à faire pour Sachs à ce stade ? Il n'est clairement pas un grand fan de passer trop de temps dans la nature non plus. Je veux dire, Sachs n'ira jamais dans la forêt et ne s'approchera même pas d'un arbre. Il ne sort pas. Je sors parfois, mais je préfère les stands de tir en plein air. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Exactement, accroître son influence pour commencer. Tout comme son ami Peter Thiel, quand il s'agit de politique, David Sachs ne cache pas ses opinions. La liberté d'expression est devenue numérique, privatisant la place publique et mettant fin au premier amendement. Ces jeunes passent 5 ans dans ces écoles. Ils décrochent des diplômes absurdes woke qui n'améliorent pas leur pouvoir d'achat. Ces diplômes ne valent rien, non ? La phrase la plus effrayante est « Je viens du gouvernement, je suis là pour vous aider ». Mes amis sur le podcast, ils sont tous en train de s'éveiller à la réalité, d'une manière ou d'une autre. Il a une opinion claire sur la plupart des sujets. Et ce qui est encore plus rafraîchissant, c'est que s'il n'en a pas, il l'admet simplement. Sachs, tu es resté silencieux. Je sais que tu n'aimes pas l'environnement ni la régulation. Ton avis ? Je ne suis tout simplement pas très calé sur ce sujet, donc je ne veux pas intervenir. Beaucoup de spectateurs considèrent Sachs comme un conservateur pur et dur. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui se soucie plus de la cause que du parti. Ce qui est un autre parallèle avec son ami Peter Thiel. Au début, je ne me considérais pas conservateur, mais comme un libéral des années 60, attaché à la liberté d'expression. La façon dont David prend plus d'influence sur la scène du pouvoir politique, c'est en ayant des opinions claires sur les sujets et en les exprimant ouvertement. En faisant des dons à des politiciens et à des causes qui lui tiennent à cœur, et en organisant des collectes de fonds parfois controversées. Je voudrais vous poser des questions sur la collecte de fonds que vous organisez. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est évidemment une figure très clivante, a pris certaines décisions qui sont discutables en matière de santé publique. Je comprends que vous ne partagiez pas toutes ces décisions, mais pourquoi soutenir un candidat si clivant, surtout en pleine crise sanitaire mondiale ? Mais à part Peter Thiel, David prend aussi le contrôle de la distribution. Il a commencé à prendre le podcast Align Plus au sérieux au 3e et au 4e trimestre de 2020 avec ses meilleurs amis Jason Calacanis, Shahmad Palihapitiya et David Friedberg. Depuis lors, il gagne environ 10 000 à 30 000 abonnés sur Twitter chaque mois, bien plus qu'avant. Dans le podcast, lui et ses amis parlent de tout, politique, affaires et technologie du point de vue de 4 gorillas de la tech. Dans le passé, David Sachs a appris que la distribution est incroyablement importante pour les startups. Et il est évident qu'il applique maintenant ses enseignements à sa marque personnelle. Ouais, eh bien, c'est intéressant. Je veux dire, le podcast All In était plutôt un coup de tête. C'était quelque chose que j'ai fait avec quelques amis avec qui je jouais au poker, d'où le nom. Nous l'avons fait, je crois, à partir de mars de l'année dernière. Pendant le Covid, tout le monde était un peu enfermé chez soi. Et c'était comme, faisons ce podcast. On s'est aidé à rester sain d'esprit pendant le Covid en faisant ce podcast. Il a trouvé son public et il est apprécié, ce qui nous a encouragés à poursuivre. L'avantage, c'est que nous contrôlons la diffusion de nos idées, ce qui me semble très important aujourd'hui. Encore plus, car David a toujours été conscient du danger que représente la numérisation de la liberté d'expression
et l'euthanasie du premier amendement. Comme il l'appelle aujourd'hui, il est beaucoup trop facile de se faire annuler si l'on n'est pas d'accord avec la full woke. Mais pas pour Sachs. Et donc, j'ai ressenti une certaine obligation de m'exprimer davantage parce que vous savez, économiquement, si je me fais annuler, je vais quand même m'en sortir. David est constamment critique envers les médias. Et même s'il a commencé à apparaître de plus en plus dans les médias traditionnels, surtout sur Bloomberg, en se positionnant sur un certain nombre de sujets clés, il ne veut toujours pas dépendre des médias traditionnels pour faire passer son message. Le podcast Aline est un support parfait pour cela, malgré quelques accros dans le processus. Je parle 5 secondes sans interruption. Pourquoi je ne peux pas continuer? David Sachs s'est construit une vie haute en couleurs, jonglant avec de multiples passions et surtout réussissant dans chacune d'elles. Sa vie offre de nombreuses leçons pour nous tous, alors que nous construisons nos carrières et nos plans de conquête du monde pour l'avenir. Et cela vaudra la peine de le suivre à l'avenir. Enfin, il a quelques conseils pour nous tous qui suivons des chemins non conventionnels, où parfois vous pourriez être tenté de prendre un risque pour votre réputation afin d'atteindre vos objectifs. Vous savez, je pense qu'il y a une chose qui n'est jamais très claire quand on est à l'école, mais je peux vous dire que c'est super important dans le monde du travail. C'est la puissance de votre réputation. C'est la perception qu'ont les autres de votre qualité et de la qualité de votre travail.